Bienvenue sur le murmure digital, là où les grandes idées résonnent en silence. Installez-vous, écoutez attentivement et plongeons ensemble dans le sujet d'aujourd'hui. Je suis ravie d'être là pour décortiquer tout ça. Alors, on a tous en tête cette fameuse scène. Le dossier hyper important où la déclaration d'impôt est ouvert là, sur l'écran. Ouais, et au lieu de s'y mettre, on ressent soudainement le besoin irrépressible de nettoyer la cuisine de fond en comble. C'est ça, exactement. Ou alors, c'est une heure de défilement frénétique sur les réseaux sociaux avec, au fond, ce sentiment de culpabilité qui nous écrase. Une expérience totalement universelle, en fait. C'est universel, oui. Mais aujourd'hui, grâce à un document de recherche vraiment fascinant intitulé Le cerveau et la procrastination expliqué, on va pulvériser une idée reçue très tenace. L'objectif de cette exploration, c'est de comprendre que ce comportement, ça n'a strictement rien à voir avec la paresse. Ah ça, c'est un point de départ essentiel. Le concept même de paresse ou de faille morale, c'est une invention sociétale hyper récente. Ce que les neurosciences démontrent ici, c'est que repousser une tâche, c'est un mécanisme de survie. Un mécanisme de survie, Hmm, tout carrément. à fait. C'est le résultat d'un conflit neurobiologique, d'une complexité ahurissante qui se joue à notre insu. Ça mêle l'héritage de nos ancêtres, l'architecture de notre cerveau et même des mathématiques. Waouh! Notre mission pour cette plongée est donc double. D'abord, disséquer cette mécanique pour retirer tout le poids de la culpabilité, et ensuite, fournir de vraies solutions cliniques pour, en quelque sorte, pirater ce système. Le programme est chargé mais tellement libérateur. Absolument. D'ailleurs, c'est le moment parfait pour faire un petit rappel. Si cette exploration s'annonce utile, c'est le moment idéal pour ceux qui écoutent de s'abonner et de partager une réflexion en commentaire. C'est une aide inestimable pour faire voyager ces idées plus loin. C'est vrai que le soutien aide beaucoup. Alors, pour commencer ce grand démontage, les sources nous obligent à faire un bond dans le passé. Apparemment, notre incapacité à remplir un tableau Excel viendrait directement de l'époque des chasseurs-cueilleurs. Ouais, la psychologie évolutionniste offre vraiment la meilleure grille de lecture. Nos cerveaux ont évolué dans un environnement de rareté et de danger immédiat, quoi. Donc la savane, les prédateurs... Exactement. Dans la savane, la stratégie optimale, c'est ce qu'on appelle l'histoire de vie rapide. Il fallait privilégier le présent, manger le fruit tout de suite avant qu'un concurrent ne le prenne ou fuir au moindre bruit. Planifier sa retraite à ce moment-là, c'était pas vraiment la priorité, quoi. Ben non, ça n'avait aucune valeur de survie, c'était même dangereux, l'attention portée au futur lointain détournait la vigilance des prédateurs présents. J'aime beaucoup une analogie informatique pour imager ça. C'est un peu comme si l'être humain avait dans le crâne un très vieux système d'exploitation, un OS conçu uniquement pour gérer des alertes et d'urgence. Et là-dessus, on essaie de faire tourner une application ultra lourde, genre Genre rédiger une thèse sur 3 ans. voilà. Du coup, les ventilateurs tournent à fond, la mémoire sature et le système plante. C'est une excellente image, c'est ce que la recherche nomme le décalage évolutif. Et ce qui est fou, c'est à quel point c'est codé en dur en nous. Les données de la génétique comportementale sont très claires là-dessus. Ah oui, les chiffres m'ont fait sursauter. On parle de génétique là. Ouais, des études sur des jumeaux ont isolé la part de l'ADN. Et il s'avère que la procrastination est héritable à environ 46% et l'impulsivité à 49%. Attends, presque la moitié de notre tendance à tout remettre au lendemain est gravée dans notre code génétique avant même notre naissance? C'est ça. Mais le point le plus fascinant du rapport, c'est le lien entre l'impulsivité et la procrastination. Ah oui, j'ai vu ça. Ça m'a paru hyper paradoxal au début. L'impulsivité, c'est agir trop vite. Et la procrastination, c'est ne rien faire. Mais génétiquement parlant, c'est la même chose, hein. C'est le même constat. De l'extérieur, ce sont des opposés. Mais au niveau des gènes, la corrélation est parfaite. Le coefficient mesuré est de 1,0. Une corrélation parfaite? Waouh. Ce que ça indique, c'est qu'il s'agit d'une seule et même faille dans la gestion des objectifs. L'incapacité de maintenir un but à long terme face à un inconfort immédiat. Et physiquement, dans notre boîte crânienne, ça ressemble à quoi? Parce que quand on regarde l'anatomie, on se rend compte que c'est un vrai champ de bataille entre nos émotions et notre raison, avec l'amygdale au centre du ring. Exactement. L'amygdale, c'est cette petite structure qui agit comme notre système d'alarme. Elle gère la peur, la menace. Et les IRM ont montré une chose incroyable chez les procrastinateurs chroniques. Une amygdale plus volumineuse, c'est ça? Oui. Physiquement plus grosse. Donc le système d'alarme est beaucoup plus sensible à la moindre menace ou au moindre effort. Donc le cerveau détecte vraiment une paperasse administrative comme un danger de mort.
Un tableau Excel, c'est perçu comme un lion prêt à nous bondir dessus. C'est exactement ça. La douleur psychologique de l'effort est traitée par les mêmes circuits que la menace physique. L'amygdale hurle de fuir. Mais on a bien un système de freinage, non? La partie rationnelle de notre cerveau devrait dire calme-toi, c'est juste un email. En temps normal, oui. Le cortex préfrontal et surtout le cortex singulaire antérieur dorsal est censé évaluer la situation et calmer l'amygdale. Mais chez le procrastinateur, la connectivité entre ces deux zones est super faible. Le câble de communication est coupé en gros. Le frein ne marche pas bien, ouais. Et ça s'aggrave avec le réseau du mode par défaut, le DMN. Ah, ce fameux réseau. C'est lui qui gère le rêve éveillé et c'est ça. Voilà. Normalement, quand on doit se concentrer sur une tâche, ce réseau se désactive. Mais sous l'effet du stress de la tâche redoutée, au lieu de s'éteindre, il s'emballe complètement. Ça explique le vagabondage mental. C'est comme être au feu rouge, le frein à main serré à fond, mais on appuie de toutes ses forces sur l'accélérateur. On bouge pas, mais le moteur surchauffe en imaginant des scénarios catastrophes. L'analogie est parfaite. Toute l'énergie cognitive part dans la gestion de l'angoisse, plutôt que dans la tâche. Et là, on touche à la chimie, et particulièrement à la dopamine. Oh, la dopamine. Elle a vraiment une mauvaise agence de communication, celle-là. On en parle tout le temps comme de la molécule du plaisir, alors que les sources insistent, c'est la molécule de l'anticipation et de la motivation. C'est crucial de faire la différence. L'étude évoque le problème de l'attribution du crédit. Oui, l'exemple du chien. Si on lance une balle à un chien et qu'on lui donne une friandise tout de suite, le pic de dopamine valide l'effort instantanément. L'association est parfaite. Mais si on demande à un être humain d'étudier tous les soirs en septembre pour un diplôme en juin, C'est chimiquement incompréhensible pour notre biologie, quoi. l'écart temporel détruit l'association chimique. La dopamine n'arrive pas à relier l'effort à une récompense si lointaine. Et c'est là qu'il faut distinguer la dopamine phasique de la dopamine tonique. La phasique, ce sont les petits pics rapides, liés aux écrans, aux notifications, non? Ouais, les décharges rapides. Alors que la tonique, c'est notre niveau de base, notre réserve de fond, qui nous donne la volonté d'affronter la friction d'un effort. C'est le niveau d'eau dans une piscine. Si elle est vide, on a beau avoir un super plongeoir, on ne peut pas nager. Et notre environnement moderne passe son temps à vider cette piscine avec la surstimulation. Complètement. Le cerveau réduit ses récepteurs pour se protéger des algorithmes et du sucre. Du coup, la réserve de base s'effondre et répondre à un simple mail devient neurochimiquement insurmontable. L'étincelle de démarrage a disparu. Et ce qui est dingue, c'est que toute cette chimie, cette lutte entre effort et récompense, des chercheurs l'ont mise en équation. La théorie de la motivation temporelle, ou TMT. Oui, Steele et Koenig ont modélisé ça. L'équation dit que la motivation est égale à l'espérance multipliée par la valeur, le tout divisé par l'impulsivité multipliée par le délai. Quand on la décortique, c'est une vraie révélation. Si je dois ranger un garage, en haut de la fraction, j'ai l'espérance, donc ma confiance en moi, et la valeur, le plaisir d'avoir un garage propre. Et si on déteste ranger, ce chiffre en haut est tout petit. Mais la magie noire, elle est en bas, dans le diviseur, le délai. Si je me donne 2 mois pour ranger, le chiffre du délai est énorme. C'est ce qu'on appelle l'escompte hyperbolique. Plus l'échéance est lointaine, plus le cerveau s'en fout, mathématiquement parlant. On divise une petite motivation par un chiffre énorme, le résultat frôle le zéro. Et soudain, tout s'éclaire pour la fameuse veille de la date limite, à 23h30. Le délai frôle le zéro absolu, et quand on divise par zéro, la motivation explose exponentiellement. Exactement. L'amygdale a enfin compris que le danger de ne pas rendre le projet est devenu supérieur à la douleur de le faire. D'où ces moments où on abat 3 semaines de boulot en 3 heures, avec une énergie de fou. Sauf que reposer là-dessus a un coût émotionnel dévastateur. L'anxiété accumulée ronge littéralement l'individu. Ce qui nous amène à l'émotionnel. Le neuroscientifique Albert Moukaber dit une chose marquante. On ne procrastine pas une tâche, on procrastine la peur. Effrayant, notamment la nuit, avec la procrastination de l'heure du coucher. L'esprit après minuit. Rien que le nom fait froid dans le dos. Pourquoi on refuse d'aller dormir alors qu'on est épuisé stupéfiant? L'hypothèse en chronobiologie, c'est que la régulation de soi consomme de l'énergie physique toute la journée. Le cortex préfrontal se vide comme une batterie. Et la nuit, la batterie du contrôle exécutif est à 0%. Voilà. Et ce sont les circuits archaïques qui prennent les commandes. Des zones incapables de stopper une action impulsive comme scroller à l'infini. On assiste à son propre naufrage, incapable d'aller se brosser les dents. Et le lendemain, c'est la haine de soi. Mais c'est là que le travail de Fuchsia-Sirois intervient avec un twist majeur. La solution,
Ce n'est pas la discipline. Non, c'est l'autocompassion. Franchement, ça m'a fait bloquer. Dans une société du no pain, no gain, se faire un câlin mental quand on n'a rien foutu à 2 heures du matin, ça ressemble à la pire des excuses, non? Ça paraît contre-intuitif, c'est clair. Mais c'est de la mécanique pure. La honte et la culpabilité maintiennent l'amygdale en état d'alerte maximale. Donc on continue de brûler l'énergie du cortex préfrontal. Exactement. Les études montrent que l'autocompassion, le fait de se pardonner un échec, réduit massivement le stress physiologique. On éteint l'alarme, le système nerveux s'apaise et le cortex peut enfin reprendre les commandes pour initier l'action. En retirant la culpabilité, on libère la bande passante du cerveau, en fait. C'est brillant. Mais pour gagner cette guerre, il nous faut aussi des armes concrètes, cliniques, les interventions pour pirater le système. On peut commencer par le plus spectaculaire, la neuromodulation. L'étude de Lebouc et Pessiglione avec la stimulation HDDCS, S'envoyer des courants électriques dans le crâne. Sérieusement. de très légers courants, oui, ciblés sur le cortex préfrontal. Ça rend les neurones plus enclins à s'activer. Et les résultats montrent une procrastination divisée par plus de 5. Divisé par 5, c'est colossal. Et la machine n'a pas enlevé la peur, c'est ça? Elle a gonflé la valeur de la récompense future. C'est ça. Elle a réparé temporairement le problème de l'attribution du crédit. Le bénéfice lointain était ressenti avec l'intensité d'un plaisir immédiat. Bon, on n'a pas tous des électrodes à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire naturellement pour restaurer notre fameuse dopamine tonique, l'eau de la piscine? Il y a des hacks physiques redoutables. La lumière solaire matinale pendant 10 à 30 minutes, ça stabilise la dopamine pour la journée. Et les douches froides, non? J'ai lu ça dans les notes. Oh oui, entre 0 et 12 degrés. Contrairement au sucre qui crée un crash, le froid libère de la dopamine de manière soutenue pendant des heures. Ça rehausse le niveau de base. Et côté alimentation, les aliments riches en tyrosine, comme les œufs ou le fromage, aident le cerveau à fabriquer ses neurotransmetteurs. Donc une marche au soleil et une douche froide pour réinitialiser la chimie. Mais mon outil préféré du rapport, c'est psychologique. Les intentions de mise en œuvre de Peter Gollwitzer. Le fameux plan si, alors. Une méthode d'une élégance folle. Elle supprime purement et simplement la phase de délibération interne. Et la délibération, c'est là que la peur s'infiltre. Si on doit décider du bon moment pour travailler, c'est épuisant. Mais avec cette méthode, on dit s'il est 14 heures, alors j'ouvre mon document. On externalise la volonté. L'environnement devient le déclencheur. L'amygdale n'a même pas le temps de réaliser qu'il y a un effort à faire. On a déjà commencé. Un réflexe automatique. Et pour achever le tout, on attaque le diviseur de notre équation mathématique, le délai, avec le chunking. Le découpage en morceaux, oui. Combiné à la technique Pomodoro, si écrire un rapport pour dans un mois est paralysant, on ramène le délai à 5 minutes. On s'assoit pour écrire une seule phrase. Le délai est minuscule, la motivation remonte. L'amygdale se détend parce que 5 minutes, ça ne menace pas la survie de l'organisme. Et réussir cette micro-tâche libère un petit pic de dopamine qui donne l'élan pour continuer. C'est la boucle parfaite. C'est un voyage étourdissant à l'intérieur de la boîte crânienne, de la savane africaine jusqu'aux électrodes. Mais avant de se quitter, les sources nous poussent vers une réflexion finale assez provocatrice. Ah, à laquelle? Si notre biologie est si parfaitement adaptée pour vivre l'instant présent, si tout notre être cherche à éviter les efforts abstraits lointains, la procrastination n'est peut-être pas une maladie à guérir. C'est l'aboutissement du décalage évolutif, oui. Notre cerveau fonctionne comme il a été conçu. L'anomalie, c'est la société moderne. Cette obsession de la productivité, planifier des crédits sur 30 ans, des carrières sur des décennies, des concepts temporels que notre biologie ne peut pas traiter sans souffrance. La prochaine fois qu'on fixera le plafond à 3 heures du matin. Tout à fait. Nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui sur le murmure digital. Qu'avez-vous pensé de ce sujet? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très vite pour un nouveau murmure.